Et nous recevons dans ce grand angle Bruno Tertrais, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes géopoliticien, spécialiste des questions internationales, directeur adjoint de la Fondation de la recherche pour la recherche stratégique. Je signale votre nouveau livre, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bruno Tertrais, après la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'URSS et la fin de ce qu'on a appelé la guerre froide, il y a eu, selon vous, ce qu'on pourrait appeler une, voire des illusions, selon lequel l'ordre mondial était désormais pacifié, début des années 1990. Pourquoi n'était-ce pas le cas ? On a eu effectivement, dans les années 90, ce que j'appelle la parenthèse enchantée, le moment où on a cru que la mondialisation était inévitable, que le développement allait forcément apporter la démocratie, que tous les principaux mécanismes de la vie internationale allaient nous conduire vers un monde plus pacifié. Et finalement, on se rend compte, 30 ans plus tard, que ça n'était pas le cas. On a sous-estimé la force d'un certain nombre de passions dans le monde, positives ou négatives. On a sous-estimé l'ampleur de la réaction nationaliste qui se produisait contre la mondialisation. On a sous-estimé aussi la volonté de revanche d'un certain nombre de grands acteurs de la vie internationale qui s'estimaient, à tort ou à raison, humiliés par l'Occident. Humiliés par l'ordre établi en 1945 après la Seconde Guerre mondiale ? Oui, alors que pourtant cet ordre, on peut dire que cet ordre est injuste, mais qu'il n'est pas forcément humiliant. Et je rappelle aussi que cet ordre, il a été construit avec la plupart des grands acteurs du monde, les institutions telles que l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, les grandes normes internationales issues justement de ce système des Nations Unies. Ça n'a pas été fait contre le reste du monde. L'Occident n'a pas cherché à imposer à tout prix l'ensemble de ces normes, de ces valeurs, de ces lois partout dans le monde. On peut discuter effectivement de la manière dont l'Occident s'est comporté lors de ses interventions militaires, par exemple. On peut discuter de la question de savoir s'il y a un deux poids, deux mesures ou pas. Mais je crois qu'on ne peut pas dire que tout cet ordre qu'on appelle souvent libéral, avec beaucoup de guillemets, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, était un ordre qui imposait les valeurs occidentales au reste du monde. Ça me semble excessif. Nous entrons dans une guerre tiède, dites-vous, entre pays démocratiques d'un côté, nouveaux empires de l'autre. On va voir quels sont ces empires. On pourrait dire aussi entre pays occidentaux et les puissances qui remettent cet ordre libéral que vous avez cité. C'est quoi la guerre tiède ? Ça fait bien entendu référence à la guerre froide ? Ça veut dire tout simplement que ce qui est en train de naître aujourd'hui, ça n'est pas exactement une deuxième guerre froide, mais ça y ressemble un petit peu, mais que ça a finalement assez peu de chances de dégénérer, à mon sens, en troisième guerre mondiale. Alors, il est très facile pour un expert en géopolitique de venir vous parler du risque de troisième guerre mondiale. En général, les gens écoutent, c'est la recette du succès. Et moi, je vais vous dire le contraire. Je veux dire que ce qui se passe est effectivement une longue période de tensions internationales qui commence, qui sera émaillée de crises et de conflits régionaux, parfois graves, parfois teintés de pulsions quasi génocidaires de la part de ces néo-empires, mais que le risque de très grands conflits mondiaux, notamment entre les États-Unis et la Chine, mais pas seulement, ou encore l'Occident et la Russie, ou d'autres, est finalement borné, limité par plusieurs facteurs. Le premier d'entre eux étant la dissuasion, y compris la dissuasion nucléaire, qui n'existait pas avant 1945. Alors, qui sont ces empires au juste ? Vous citez notamment la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi l'Iran. Oui, je cite ces quatre-là parce que ce sont les quatre grands acteurs qui, chacun à sa manière, je dis bien chacun à sa manière, veut mettre en cause l'ordre établi, veut prendre sa revanche sur l'Occident, veut étendre son territoire parfois, son influence toujours, et a le sentiment de prendre une sorte de revanche sur l'histoire. Et donc c'est vrai que ces quatre-là sont au centre du jeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres grands pays qui comptent. Ce qui est intéressant en 2023, c'est que, contrairement à ce qui était le cas en 1993, si vous voulez, juste après la fin de la guerre froide, on a un certain nombre de grands pays émergents qui prennent une place tout à fait considérable, et je crois qu'on peut s'en féliciter d'ailleurs, sur la scène internationale, qui se sont développés et qui revendiquent eux aussi une place dans ce grand échiquier. Mais cette volonté de ces grandes puissances, matériellement et factuellement, qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Par exemple, c'est vrai que l'Iran, contrairement à la Russie, ou la Chine, contrairement à la Russie, n'ont pas de volonté d'expansion territoriale. La Russie, j'évoque bien entendu l'Ukraine. Alors, justement, ils veulent étendre leur influence parfois littéralement sur le plan territorial, que ce soit sur terre avec la Russie ou sur mer avec la Chine, où la Chine place ses pions et avance ses pions, notamment en mer de Chine du Sud, qu'elle considère comme étant un lac chinois.
Pour un pays comme l'Iran, c'est très différent. Il n'y a pas d'expansion territoriale en effet, mais il y a une volonté de se déployer de plus en plus dans l'espace moyen-oriental. On disait même il y a quelques années à Téhéran que l'Iran contrôlait, c'était leur discours, 4 capitales de la région, Bagdad, l'Irak, le Yémen, la Syrie, en plus de l'Iran. Donc il y a quand même cette volonté de renouer avec une sorte de gloriole impériale et qui est perçue de manière assez négative par la plupart des États de la région. Enfin, je pense surtout à l'Arabie Saoudite et à Israël, même si l'Iran a aussi des alliés dans cette région. Il y a aussi une question qui revient sans cesse, c'est celle de Taïwan, que vous avez d'ailleurs commencé à citer, l'Indo-Pacifique. Alors vous dites clairement, autant vous dites la Troisième Guerre mondiale, moi je n'y crois pas. C'est vrai qu'elle elle revient sur le devant de la scène lorsque la Russie envahit l'Ukraine, lorsque la guerre est déclenchée entre le Hamas et Israël depuis le 7 octobre. Par contre, vous dites 2027-2030, donc c'est quasiment demain, la Chine va envahir Taïwan. Alors, pas tout à fait ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a donc des cordes de rappel dans le système international, mais il serait totalement irresponsable de penser qu'elles ne pourraient jamais rompre, et que donc, si ces cordes de rappel ne fonctionnaient pas, si la Chine avait effectivement la possibilité de lancer une opération militaire de récupération de Taïwan, alors, si elle en a à la fois le projet et la capacité, elle n'hésitera pas à le faire avant 2049, avant le centenaire de la République, de la fondation de la République populaire. Qu'est-ce qui la pousserait à le faire ? Tout simplement la volonté de récupérer ce qu'elle considère comme son propre territoire, qui s'éloigne de plus en plus de Pékin. Ce qui est intéressant, c'est que de même que l'Ukraine s'est éloigné de Moscou dans les années 2000 et surtout 2010, eh bien, Taïwan s'éloigne de plus en plus de la Chine populaire. C'est devenu une vraie démocratie, c'est devenu un pays très développé, c'est devenu un pays qui ne se sent plus du tout comme appartenant à la Chine populaire. Et donc, ce sentiment est de plus en plus insupportable pour la Chine, qui a encore une fois en ligne de mire l'horizon de 2049 et le centenaire de la République. Donc cette possibilité, très faible aujourd'hui, pourrait aller croissant dans les années qui viennent, surtout dans la décennie à partir de la fin de la décennie 2020 à mon sens. Et là, on a quand même un risque de grande guerre entre l'Amérique et la Chine. La Russie, dans le giron de la Chine, certains ont dit attention à ne pas pousser la Russie, c'est en Occident, on dit attention à ne pas pousser la Russie dans les bras de la Chine. Quel est le rapport aujourd'hui entre Moscou et Pékin ? Est-ce que c'est un rapport d'égal à égal ou de vassalisation ? Alors d'abord, ceux qui disent attention à ne pas pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est une forme d'hubris occidentale extraordinaire, comme si c'était nous, occidentaux, qui allions décider du destin de la Chine, comme si Moscou n'avait pas sa propre stratégie, sa propre volonté. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a toujours dit, depuis 1999, qu'il voulait que la Russie soit autant un pays asiatique qu'un pays européen. Donc c'est pas nous qui décidons seuls de l'avenir de la Russie. L'avenir de la Russie, en tout cas, c'est par les propres choix de Vladimir Poutine d'être beaucoup plus un partenaire junior de l'alliance sino-russe que d'être un pays qui serait une sorte de passerelle entre l'Europe et l'Asie. Je pense que la Russie aujourd'hui est en train de quitter l'Europe et sera, parce qu'elle a perdu sa jambe européenne qui était l'Ukraine, sera de plus en plus un pays vassal, justement, vassal de Pékin. Boris Nemtsov, d'ailleurs, l'opposant de Poutine assassiné à Moscou il y a quelques années, disait dès 2006, je crois, le destin de la Russie, c'est là où nous emmène Poutine, c'est d'être une colonie minière de la Chine. Il y avait quelque chose de vrai. Alors, quid de l'Europe dans tout ça ? On va en parler, et des États-Unis, mais juste d'abord sur deux acteurs. La Turquie, nouveau pivot des relations internationales, et quid du Qatar, qui aujourd'hui négocie la libération des otages israéliens avec des prisonniers palestiniens, qui s'était illustré aussi lors de la libération, ça remonte des infirmières bulgares en Libye, et notamment aussi sur le rapatriement d'enfants ukrainiens qui avaient été enlevés pour aller en Russie. Turquie, Qatar, deux empires, deux piliers des relations internationales. Alors, le Qatar n'est tout de même pas un empire. La Turquie a un passé impérial avec lequel elle essaie de renouer. En revanche, tous deux sont intéressants parce qu'ils font partie de ces pays émergents ou réémergents qui, grâce à leur développement et leur modernisation économique, ont pu acquérir les moyens de peser sur la scène internationale. De manière très différente. La Turquie est membre de l'OTAN, mais joue son propre jeu.
parfois de manière un peu inquiétante lorsqu'on voit M. Erdogan évoquer l'affrontement entre la croix et le croissant. Ce sont les mots qu'il a utilisés le jour du centenaire de la République turque. Ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'un dirigeant occidental responsable. Mais la Turquie, personne ne sait ce qu'elle sera après Erdogan. Ça reste un pays effectivement passerelle entre l'Europe et l'Asie. Le Qatar est incontournable, on le sait maintenant, dans la diplomatie moyen-orientale, et le fait qu'il ait réussi à garder des liens avec le Hamas, tout comme d'ailleurs, d'une certaine manière, la Turquie, puisque l'AKP, le parti au pouvoir en Turquie, est inspiré de la mouvance des frères musulmans, tout comme la famille régnante au Qatar s'est inspirée des frères musulmans. L'Europe a réalisé qu'elle ne pouvait être un herbivore au milieu de carnivores, expliquez-nous. Ouais, la formule herbivore et carnivore n'est pas de moi, mais c'est un ministre allemand qui s'inquiétait justement du fait que l'Europe paisible, qui pensait que l'avenir des relations internationales, c'était en gros de faire comme l'Europe. L'interdépendance économique allait apporter la paix. L'Europe se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans un monde de rapports de force et que donc, c'est l'expression Europe géopolitique utilisée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Il faut que ça soit une Europe qui sache résister aux prédateurs de tous les côtés, qui sont des adversaires potentiels, certes, la Russie et la Chine, mais aussi les États-Unis, qui pourraient être un allié, n'en sont pas aussi un compétiteur économique. Et donc, le réveil est rude pour l'Europe. Elle aura du mal à être une très grande puissance, mais elle peut au moins se protéger pour résister aux assauts de ces grandes puissances. Justement, vous avez cité les États-Unis. Le rêve qui a l'air le moins cabossé serait celui des États-Unis. Fort de quoi? De son indépendance énergétique. Mais c'est intéressant, vous citez aussi les brevets en recherche scientifique. On voit d'ailleurs le combat. On voit notamment la France qui a lancé un laboratoire sur l'intelligence artificielle, Xavier Niel. Pourquoi les États-Unis font durer le rêve? Alors, on va dire que dans cette très longue partie qui se dessine, c'est un peu comme dans la série Game of Thrones. À la fin de la série, il y a plus de... Vous aimez les références, hein, parce oui, que la guerre des mondes, les empires contre-attaquent, le choc des titans, en voilà une quatrième. En voilà une quatrième. En gros, il n'y aura plus de très grandes puissances dominant toutes les autres. L'Amérique ne jouera pas ce rôle. Chacune des grandes puissances a ses faiblesses. Et c'est pour ça que je dis souvent que cette guerre des mondes, elle sera plus une épreuve de faiblesse qu'une épreuve de force. Mais à ce jeu-là, je pense que l'Amérique a moins de faiblesse que ses principaux concurrents. Elle est en position de force sur le plan démographique. Bismarck disait déjà que l'Amérique a beaucoup de chance parce qu'au nord et au sud, elle a des voisins faibles, et à l'est et à l'ouest, c'est des poissons. Donc elle a une bonne position géographique, elle a beaucoup de ressources naturelles, elle est effectivement aujourd'hui la première puissance productrice, exportatrice d'hydrocarbures, pétrole et gaz, qui est quand même impressionnant, ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Elle a une capacité d'inventivité et d'improvisation qui est sans égale. Elle fait encore rêver, Le rêve américain, quel que soit le jugement qu'on porte sur lui, il fait davantage rêver les migrants, enfin ceux qui veulent changer de vie et changer de pays, que le rêve chinois, c'est comme ça. Merci beaucoup Bruno Tertrais, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Un livre passionnant, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci à vous.